Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Allez, à 8h18 sur Sud Radio, c'est l'heure du petit déjeuner politique avec notre invitée ce matin, Nathalie Arthaud, candidate de lutte ouvrière à l'élection présidentielle. Bonjour. Bonjour Nathalie Arthaud, merci d'être avec nous. Alors les fins de mois difficiles, la peur de l'inflation, la guerre de la Russie en Ukraine, l'affaire McKinsey, votre campagne aux accents révolutionnaires, même au Zénith, vous allez en parler tout à l'heure, autant de questions que nous allons aborder. Alors avec 4 000 € par mois pour un couple, avec 2 enfants, est-ce qu'on vit bien ou on devient un salarié pauvre, Nathalie Arthaud, aujourd'hui en France ? Eh bien, écoutez, c'est difficile. D'ailleurs, ça a été exprimé par donc un passant qui a interpellé Emmanuel Macron. Oui, c'est ça, un salarié, oui, voilà, absolument. Oui. À Dijon. Et c'est vrai que, qu'est-ce que vous voulez, avec la flambée des prix, avec les loyers qui sont exorbitants, avec les salariés aussi, ils ont des charges. Hein, les femmes et les hommes, des classes populaires, ils ont aussi des charges qui sont incompressibles. Hein, il faut se chauffer, il faut payer ses assurances, etc., etc. Tout explose, hein, sauf les salaires. Sauf les pensions de retraite. Donc vous comprenez. Donc c'est une réalité. Oui, c'est une réalité pour vous, quoi. Vous comprenez en fait ce salarié qui dit avec 4 000 € à 2, hein, bien sûr, ça, avec 2 enfants, on peut être pauvre aujourd'hui en France, quoi. Écoutez, je sais pas combien il vous faut pour vivre. Oui. Hein, non, mais on voit bien sûr l'ensemble des factures. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas, quand on discute entre salariés, on se dit oui, de 2000, c'est vraiment 2000 € net. Oui. C'est un minimum en fait pour C'était un minimum pour ne pas avoir compté le moindre euro, le moindre centime, pour ne pas être dans l'angoisse, de ne pas pouvoir faire son plein. Vous-même, vous le sentez à titre personnel, Nathalie Arthaud, bien sûr qu'il faut augmenter un peu ses salaires. Et puis vous, je ne sais pas avec combien vous vivez par mois, mais vous avez senti cette pression, quoi. Oui, parce que en fait, c'est encore une fois, quand on a son salaire qui est bloqué depuis des années. Ça, c'est le cas quand même des enseignants en l'occurrence, parce que le patron, qui est l'État, ne traite pas ses salariés mieux que beaucoup de patrons privés. Donc, on voit qu'on s'appauvrit. On voit que relativement à toutes les richesses qu'il peut y avoir dans la société, les dépenses auxquelles on est confronté, on a moins de possibilités. Donc, moi, clairement, je pense qu'il faut, quand on est salarié, dire ce dont on a besoin, et il faut même affirmer cette idée qu'une société normalement constituée, elle devrait d'abord répondre aux besoins et aux intérêts des classes laborieuses, c'est-à-dire de tous ceux qui bossent, de tous ceux qui la font fructifier, et tous ceux qui ensuite, bien sûr, sont à la retraite ou sont invalides parce qu'ils ont laissé leur santé au boulot, etc., etc. Mais elle devrait d'abord répondre aux besoins des femmes et des hommes des classes populaires, plutôt qu'à accumuler des milliards et des milliards à un pôle dans les coffres forts des grandes fortunes, comme on le voit aujourd'hui. Oui. Les mesures d'Emmanuel Macron pour préserver le pouvoir d'achat face à cette inflation, il y a les 18 centimes par exemple d'euros là sur l'essence, tout ça, ce n'est pas suffisant, ou est-ce que ça va quand même dans le bon sens ? Non, ce n'est pas suffisant, parce que l'essence, elle flambe depuis déjà plusieurs mois, et parce que, y compris encore ces derniers jours, et parce que c'est l'ensemble des prix en plus qui augmente. C'est aussi les produits alimentaires, c'est les loyers, c'est l'ensemble des prix. Et puis, il faudrait un blocage des prix avant d'augmenter les salaires. Le problème, c'est pas une petite remise par-ci, un petit chèque par-là. Il faut pouvoir vivre de son salaire, de sa pension, de ses allocations. Moi, je pense que c'est ça. Alors, bloquer les prix, mais tout le problème, c'est on bloque les prix de qui ? À quel niveau ? À qui demande-t-on des sacrifices ? Et moi, ce que je sais, c'est que dans cette société, on peut demander des sacrifices, y compris à des petits commerçants, à des petits artisans, aux petites entreprises. Ça, c'est sûr que le gouvernement, il peut aussi finalement s'en prendre à eux, comme il peut s'en prendre aux salariés et aux chômeurs, comme il peut s'en prendre aux retraités, mais s'en prendre aux gros, imposer des sacrifices aux plus gros, aux multinationales, à ceux qui contrôlent justement
simplement le secteur de l'énergie qui aujourd'hui profite de la situation et en particulier donc de la crise en Ukraine pour spéculer. Il y a des profiteurs, quoi, oui, selon vous, de la crise. Et là, vous pensez à qui? Vous pensez à qui précisément, Nathalie Arthaud? De guerre. Moi, je pense à Total. Je pense à tous ces groupes énergétiques qui aujourd'hui nous prennent en otage parce que ils peuvent tirer le marché vers le haut. Ils sont suffisamment puissants pour en fait peser sur tous les prix et en réalité les fixer eux-mêmes les prix. Les prix de marché, on nous dit voilà, c'est l'offre, la demande, que ce sont les lois du marché, tout ça c'est de la fatalité. Mais non, en réalité, il y a des gros acteurs, il y a des multinationales qui ont un poids prépondérant et qui manipulent le marché dans le sens qui leur va bien. Oui. Alors, s'il s'agit de demander des sacrifices à eux, pas de problème. S'il s'agit de bloquer leur marge, pas de problème. De bloquer leur profit à ces plus gros, pas de problème. Mais s'il s'agit encore de s'en prendre à des petits producteurs, à des salariés, à des travailleurs, je ne suis pas d'accord. Oui, à propos de multinationales, il y a le groupe Muliez qui est très implanté en Russie, vous le savez. Muliez qui n'a pas complètement suspendu ses activités là-bas, sauf finalement on a appris hier que Decathlon suspend l'activité de ses 60 magasins en Russie, faute d'approvisionnement notamment. Qu'est-ce que vous demandez, vous, à Muliez, au groupe Muliez? Non, mais je sais très bien que ce groupe fera ce que Muliez décidera qu'il fasse. Voilà, et qu'il fonctionne avec sa logique, c'est-à-dire de fric. Là, en effet, ils ont décidé de laisser tomber Decathlon, mais parce qu'ils ont un problème de fonctionnement. Voilà, à partir du moment où Auchan ça tourne, où ils peuvent continuer à vendre et à faire leur fric, et ils continuent. Et c'est ça. Vous savez, toutes ces grandes entreprises, c'est le business d'abord et avant tout. Alors ils prennent en compte toutes les données. Qu'est-ce qui va nuire à leur image? Qu'est-ce qui, pour le long terme, qu'est-ce qui est meilleur pour eux? Mais clairement, ils sont guidés par leur portefeuille. Oui. Voilà. Alors qu'est-ce que devrait faire selon vous Alors, certains Muliez décident de partir, d'autres de rester, mais ce n'est pas pour des considérations ni humanistes, ni géopolitiques, ni qu'est-ce. Non mais alors vous leur demandez quoi à Muliez? Parce que vous êtes candidate à la présidentielle. Moi je leur demande rien. Moi ma perspective c'est qu'on les exproprie, ces grands groupes, c'est qu'on les fasse fonctionner, que les salariés, que la population puissent les diriger, ces grands groupes. Ouais, mais ça a été fondé par des gens quand même qui étaient à la base de cette entreprise Muliez. Eh bien moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ça c'est le conte de fées qu'on nous raconte en permanence. C'est que ces grandes multinationales, elles ont été créées par des self-made man, à la force du poignet, etc. Non, ce n'est pas vrai. C'est le fruit de générations de salariés, de travailleurs. Souvent d'ailleurs, c'est aussi le fruit de pas mal d'aides publiques, de pas mal de subventions, de petits coups de pouce comme ça arrivés du pouvoir politique. Muliez devrait partir ou pas alors de Russie? Muliez, il devrait être exproprié. Total devrait être exproprié. Toutes ces multinationales, elles devraient depuis fort longtemps, et ce sont mes perspectives politiques, mes perspectives communistes, depuis fort longtemps, on devrait faire en sorte que ces grands groupes qui font la pluie et le beau temps, eh bien, ils soient collectifs, qu'ils soient gérés de façon véritablement démocratique, répondent aux besoins de la population et qu'ils fonctionnent aussi pour respecter leurs salariés. Oui. À propos évidemment d'argent aussi, il y a l'affaire McKinsey qui continue et une autre affaire sur les réseaux sociaux avec un documentaire inédit d'Emmanuel Macron qui détiendrait de l'argent là dans un trust basé à l'étranger. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire hier sur les réseaux sociaux. Pour en rester quand même à McKinsey, est-ce que vous pensez qu'il faudrait l'ouverture d'une enquête ? Il y a eu l'enquête du Sénat, bien sûr, mais une autre. Quoi. Oui, non, mais moi je suis pour la transparence, donc tout ce qui peut conduire, tout ce qui peut aider à cette transparence est une bonne chose. Mais vous voyez, c'est assez significatif parce que le gouvernement explique que voilà, les hauts fonctionnaires, l'État n'avait pas les compétences, donc ils sont allés chercher des experts, les experts de McKinsey. Et pourquoi ? Ils sont allés les chercher pour revoir les APL à la baisse, pour supprimer des lits d'hôpitaux, pour organiser la question de comment allait se faire la vaccination, en tout cas comment on peut justifier le pass sanitaire. Enfin bon, je peux vous dire qu'on on n'avait pas besoin de ce genre d'expertise. Voilà, on n'avait pas besoin de ce genre d'expertise parce que, en tout cas, il suffit de demander l'avis à n'importe quelle travailleuse et travailleur. Je peux vous dire que d'abord les objectifs, ils seraient
à l'exact opposé. Hein. Et puis, eux, justement, ils ont leurs idées, ils savent comment il faut faire pour faire bien le travail, faire bien tourner les hôpitaux, faire bien tourner les écoles. Si on va chercher des conseils à l'extérieur, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur, quoi, non ? Non, le problème, c'est que tout simplement, on ne veut pas écouter les salariés. Et on veut même pas, et on s'intéresse même pas aux besoins de la population. Il faut faire des économies, il faut faire marcher la population à la baguette. Alors comment on s'y prend ? Quels arguments on va avancer ? Comment on va créer un espèce de rideau de fumée ? Comment on va faire passer la pilule ? Voilà le boulot de ces cabinets d'experts et le boulot souvent en fait des hauts fonctionnaires qui travaillent dans cette même direction. Donc les hauts fonctionnaires sont complices, c'est ce que vous dites, quoi. Mais de toute façon, les hauts fonctionnaires, ils sont pour faire tourner cette société, dans le sens où tout le fric, il doit être réservé aux plus puissants. Il doit être réservé à la grande bourgeoisie. Voilà, aujourd'hui, vous le savez comme moi, dès qu'il y a des dépenses publiques, c'est-à-dire des dépenses pour aider la population à vivre, à être soignée, à être éduquée, il faut les réduire. Il faut les réduire. Ce sont des mauvaises dépenses. Par contre, dès qu'il faut subventionner, en veux-tu, en voilà, faire le quoi qu'il en coûte pour le grand patronat, alors là, ça y va. Ça, c'est normal. Ça, c'est quelque chose de très, très positif. Voilà comment tous les hauts fonctionnaires sont éduqués, sont formés et sont dressés. Alors, faut pas s'en étonner. Mais moi, ce que je dis, justement, c'est que vous savez, les salariés, ce sont aussi des cerveaux. Ils savent très bien comment le travail doit être fait. D'ailleurs, ils savent mieux que quiconque en réalité. Je peux vous dire que dans les EHPAD, dans les hôpitaux, mais dans les entreprises aussi, c'est pareil. Ils savent comment faire le travail et comment le faire bien. Sauf que, voilà, non seulement on leur demande pas leur avis, mais souvent on leur met dans des situations impossible, parce que justement, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le matériel, parce qu'il faut que, voilà, ils respectent des cadences incroyables mais vraies, et c'est tout cela qu'il faut changer. C'est la raison pour laquelle, moi, mes convictions, c'est de dire, il faut que les travailleurs, ils prennent eux-mêmes tout ça en main, qu'ils prennent les rênes. C'est ça que je veux dire quand je parle d'expropriation. Et Nathalie Arthaud, comment ça peut se traduire après l'élection si Emmanuel Macron, selon toute vraisemblance, est réélu ? En tout cas, c'est ce que nous disent les sondages pour l'instant, et puis c'est ce qui est plutôt partagé, mais on verra. Mais qu'est-ce qui se passe ? Si jamais il est réélu, est-ce qu'il y aura selon vous une prise en main par les salariés, c'est-à-dire une explosion sociale ? Ah mais je suis sûr qu'on va vers une explosion sociale, j'en suis sûr, parce que toute la situation se dégrade. Bon, on a discuté de la flambée des prix et de cette inflation qui est devenue insupportable pour tous ceux justement dont les salaires étaient bloqués. Mais je pense que la situation s'aggrave encore il va s'aggraver encore avec les conséquences de la guerre en Ukraine. Parce que là, on bascule dans une nouvelle période, très clairement, une déstabilisation économique complète. C'est une tension sur l'énergie, mais pas seulement, sur l'alimentaire aussi. Ce sont des marchés qui vont être stoppés, des perspectives de profit, de développement qui sont arrêtées net. Vous avez un certain nombre d'entreprises en France qui déjà sont ralenties, parce qu'elles manquent de matières premières venant d'Ukraine ou venant de Russie, voire arrêtées. Je peux vous dire que pour déjà des dizaines de milliers d'ouvriers, de salariés, de techniciens, ils rebasculent dans l'angoisse du chômage partiel, et en se disant mais ça va redémarrer un jour, est-ce que la boîte va redémarrer un jour ? Et pourtant, il y a des secteurs où on recrute beaucoup, quoi. C'est ça qui est assez paradoxal, mais ça ne va pas durer, c'est ce que vous dites. La réalité, écoutez, le gouvernement lui-même, vous écoutez Bruno Le Maire. Bruno Le Maire nous a dit que ce qu'on était en train de subir, c'était un choc de l'ampleur du choc pétrolier de 1973. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui noircis le tableau. Il y aura des grèves, vous invitez les gens à sortir dans la rue. Emmanuel Macron a dit, il y aura moins de croissance, il y aura plus d'inflation. Donc tout est en train, effectivement, de se dégrader. Et en plus, c'est très facile à comprendre. À chaque fois qu'il y a des crises et qu'il y a des guerres, qui le paye ? C'est les petites gens. Donc oui, face à ça, moi je suis convaincu qu'il y aura des réactions, il y aura des explosions de colère, des explosions sociales, et moi ce que j'espère, c'est qu'elles parviendront à inverser le rapport de force et à faire que les sacrifices, on les impose à ceux qui ont du fric plein les poches. Un dernier mot, Nathalie Arthaud. La semaine prochaine, vous serez en meeting au Zénith, je crois. Est-ce que c'est dimanche. Dimanche 3 avril, je fais effectivement un meeting au Zénith à Paris. Vous allez chanter la Marseillaise à 15h. Ah non, on chantera à l'International. Ah voilà, ça j'allais vous poser la question. L'International, le chant des travailleurs
travailleurs de tous les pays, justement pour leur émancipation, pour le changement complet de cette société, parce que c'est ça l'international. L'international, c'est un programme politique pour les travailleurs en fait. C'est le programme de dire cette société capitaliste, elle nous plonge dans les crises, elle nous plonge dans les guerres, elle condamne la planète, et elle nous condamne à l'exploitation quand on est salarié. Donc quand on est salarié, eh bien on n'est rien dans cette société capitaliste, mais on peut devenir tout si on se bat. Bon, et si pas on de se met Marseillaise. debout. Donc voilà l'international. Oui, l'international. Merci Nathalie Arthaud, candidate Merci. de lutte ouvrière à l'élection présidentielle.